Vous faites bien de suivre cette info pour l'essentiel de l'actualité. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau 7 Actu. Voici les titres. Mondial 2026, la dernière rencontre avant le grand dénouement. Retour sur les faits marquants de cette affiche qui a haut culture avec plus de 2,8 milliards de francs CFA mobilisés pour soutenir les producteurs du Nord. À Tingrela, le gouvernement renforce son accompagnement avec des intrants et des équipements de mécanisation. Et puis au Sénégal, Macky Sall est reçu par Bassirou Diomaye Faye. L'ancien président est venu présenter sa candidature au poste de secrétaire général des Nations Unies et solliciter le soutien de Dakar. Place à présent à Ecomondial. Nous sommes le dimanche 19 juillet, le grand jour est arrivé. La planète football retient son souffle alors que la finale du Mondial 2026 se joue aujourd'hui. Avant le coup d'envoi de cette ultime bataille pour le titre, retour sur la dernière rencontre qui a marqué la compétition, voyant ainsi l'Angleterre battre la France sur un score de 6-4. Et nous en parlons justement avec Serge Kofi, à qui je m'en vais dire bonjour. Bonjour Daniel. Angleterre-France, 10 buts marqués au cours de cette rencontre, Serge. Exactement, Daniel. Il faut dire que cette rencontre aurait pu être l'affiche de la grande finale de cette Coupe du Monde 2026. Malheureusement, elle a été celle de la petite finale. La rencontre France-Angleterre, c'était hier samedi, il l'a dit tantôt, 18 juillet 2026 à Miami, aux États-Unis. Il faut dire que c'est une rencontre qui a tenu toutes ses promesses. C'était un match à rebondissement. L'Angleterre s'est finalement imposée par 6-4. Mais il faut dire que chaque équipe a eu sa mi-temps. La première était anglaise. Les Anglais ont marqué 4 buts en première mi-temps. Dès la première mi-temps, alors en seconde mi-temps, les Français sont revenus avec de bien meilleures intentions. Ils de France Football a inscrit un but à la 90e minute. Mais les Anglais de la rencontre, grâce à Bukayo Saka sur penalty à la 86e et Jude Bellingham, le milieu de terrain de Real Madrid, au bout du temps additionnel, c'est-à-dire à la 97e minute, a permis à l'Angleterre de s'imposer par 6-4. Alors, dans le cas, il faut préciser que la France perd ainsi son deuxième match de classement après celui de 1982 en Espagne. L'Angleterre aussi, par contre, remporte son premier match de classement après avoir perdu les deux premiers en 1990 en Italie et en 2018 en Russie. Kylian Mbappé aussi, grâce au doublé qu'il inscrit dans ce match, il devient meilleur buteur. Il prend sur la tête du classement des buteurs avec 10 buts. On va dire devant Lionel Messi qui reste à 8 buts en attendant la finale de ce soir. Alors c'était aussi le dernier match de Didier Deschamps à la tête de cette équipe de France en poste depuis 2012. Didier Deschamps quitte son poste, on va dire, de sélectionneur de l'équipe de France. Il devait être remplacé par Zinedine Zidane qui devrait prendre fonction dès le 1er septembre, en tout cas selon l'information qui a été relayée par plusieurs médias français. C'est un peu malheureux pour Deschamps. Alors, mais pas totalement, parce qu'il part quand même avec... je parlais par rapport à la défaite il aurait certainement souhaité partir avec une bonne note, mais il part aussi, on va dire, la tête haute, parce qu'il part avec un palmarès qui reste assez fourni, l'un des meilleurs palmarès d'un sélectionneur à la tête de cette équipe de France, avec une Coupe du Monde en 2018, une finale en 2022, et puis un Euro, et puis une Ligue des Nations. Je pense que c'est quand même bon. Et Serge Kofi, merci de nous partager toutes ces informations. Il faut faire comprendre aux différents téléspectateurs que le suspense prendra fin aujourd'hui. La finale du Mondial 2026 oppose donc les deux meilleures équipes de cette compétition, à savoir l'Argentine et l'Espagne. Alors, il s'agit là d'une rencontre très attendue par des milliards de personnes. Serge, on attend tous ce match ce soir. Exactement. Il faut que c'est un match attendu par l'ensemble de la planète, parce qu'il faut d'abord dire que la Coupe du Monde est la compétition sportive la plus suivie dans le monde. Alors la grande finale, c'est ce dimanche à 19h, temps universel à New York, avec l'affiche Argentine-Espagne. C'est un duel entre le tenant du titre, l'Argentine, et le champion d'Europe en titre, l'Espagne. C'est aussi un duel entre deux artistes du football. Lionel Messi, on va dire, qui est en fin de carrière, et on va dire le prodige espagnol Lamine Yamal, qui devrait être, on va dire, le nouveau joyau du football international. Pour revenir un peu sur l'historique des confrontations entre les deux pays se sont affrontés 14 fois, 6 victoires pour l'Argentine, 6 victoires pour l'Espagne. Pour deux matchs, on va dire, c'est presque la parfaite égalité entre ces deux grandes nations de football.
La neutralité est bien connue. Exactement. Et ce sera la 7e finale pour l'Argentine, qui a déjà joué 6 finales de Coupe du Monde. L'Argentine en a perdu 3. En 1930, en 1990 en Italie et en 2014 au Brésil. Elle a gagné aussi 3 titres de champion du monde en 1978, conduit par Mario Kempes, en 1990 par Diego Maradona et en 2022 par Lionel Messi. Pour l'Espagne, ce sera la 2e finale, puisque l'Espagne avait joué et remporté sa seule finale en 2010 en Afrique du Sud. Alors cette rencontre va se disputer sur quel stade et à quelle heure? Ce sera à New York à 19h temps universel. 19h temps universel. Merci beaucoup Serge Kofi pour toutes ces informations. Mesdames et messieurs, le commentaire de Serge Kofi referme ici Éco Mondial. Intéressons-nous à présent à l'actualité politique ivoirienne. Au PDCI RDA, la bataille de légitimité se poursuit. Face aux remous qui traversent la formation politique depuis plusieurs mois, le Forum national sort du silence et affiche clairement sa position. Dans une déclaration rendue publique après une session extraordinaire, son président Koné Issa Daouda apporte un soutien ferme à Tidjane Thiam, dont il défend la légitimité à la tête du parti. Le reportage est signé Steve Mandouadja. Il est commenté par Fatou Kaloga. Dans cette déclaration, le Forum national dénonce ce qu'il qualifie de tentative de déstabilisation contre le président du PDCI RDA. Il rappelle que Tidjane Thiam a été élu à la tête du parti lors du 9e congrès extraordinaire et considère que toute contestation de sa légitimité doit être tranchée exclusivement par les instances statutaires du parti. En effet, les fossoyeurs du PDCI n'ont de cesse à traduire le PDCI, le parti qu'ils disent aimer, devant les tribunaux, de procès en procès. Malgré les défaites dans ces basses manœuvres, ils reviennent toujours à la charge. Le Forum national du PDC-RDA voudrait rappeler qu'à l'issue du 9e congrès extraordinaire du 14 mai 2025, le ministre Cheikh Tidjane Thiam a été élu à une très large majorité à la présidence du PDCI avec 99,114%. Cette élection s'est faite dans un contexte de reconstruction du parti et de reconquête du pouvoir d'État, avec pour horizon immédiat l'élection présidentielle d'octobre 2025, pour laquelle il a d'ailleurs reçu l'option populaire de tous les militants en qualité de candidat du PDCI-RDA. À l'issue de cette rencontre, le Forum national a lancé un appel au rassemblement de l'ensemble des militants, les invitant à privilégier l'unité, la discipline et le dialogue interne pour préserver la cohésion du PDCI-RDA. À présent, direction le nord de la Côte d'Ivoire, où le gouvernement renforce son accompagnement aux acteurs du monde agricole. À Tingrela, le ministre en charge de l'agriculture, Bruno Nabagné-Koné, a procédé à la remise d'intrants et d'équipements de mécanisation d'une valeur de près de 3 milliards de francs CFA. Un appui destiné à accroître la production vivrière, mais également à améliorer les conditions de travail des producteurs. Nous restons avec Fatou Kaloga. Le gouvernement renforce son soutien aux producteurs du Nord. En déplacement à Tingrela, le ministre de l'Agriculture, Bruno Nabagné-Koné, a procédé à la remise d'intrants agricoles et d'équipements de mécanisation d'une valeur globale de plus de 3 milliards de francs CFA. Cette opération bénéficie aux régions de la Bagoué, du Hambol, du Poro et du Tchologo. En choisissant Tingrela pour tenir cette cérémonie, le ministère que j'ai l'honneur de conduire réaffirme sa volonté de conduire la transformation de notre agriculture au plus près des producteurs, au cœur même des grands bassins de production, là où les politiques publiques doivent produire leurs premiers résultats et révéler pleinement leur impact sur les conditions de vie de nos populations. Telle est en effet la démarche du gouvernement, telle est la démarche de notre ministère, telle est la philosophie qui guide notre démarche et qui nous conduira dans les prochains jours
après cette étape de Kengrela, dans d'autres localités. Dans le cadre du DPAI Nord, plus de 838 millions de francs CFA d'intrants ont été distribués. Engrais, semences améliorées, produits phytosanitaires et semences maraîchères profiteront à 360 organisations professionnelles agricoles, soit près de 6 000 producteurs, en majorité des femmes et des jeunes. Grâce à ces appuis conjugués, à l'encadrement technique qui sera assuré par les différents services de mon département, les producteurs concernés devraient enregistrer une production additionnelle, je dis bien additionnelle, une production additionnelle estimée à 20 000 tonnes de produits vivriers, comprenant notamment 10 000 tonnes de riz, 3 000 tonnes de maïs, 1 000 tonnes d'arachides et de sésame, ainsi que 6 000 tonnes de cultures maraîchères. Au-delà de cette performance attendue, ce sont surtout les effets économiques et sociaux de ces investissements qui retiennent notre attention. Derrière ces chiffres, notre ambition est beaucoup plus grande. C'est celle de consolider les fondements de notre souveraineté alimentaire et surtout d'améliorer substantiellement les revenus de nos producteurs. Le projet d'appui au développement du secteur vivrier a également permis la remise d'équipements de mécanisation évalués à près de 2 milliards de francs CFA. Tracteurs, motoculteurs et moissonneuses-batteuses devraient faciliter le travail des producteurs et améliorer les rendements. Toujours dans le secteur agricole, mais cette fois sur le volet forestier. Le ministère des Eaux et Forêts lance une vaste opération nationale de recensement des plantations forestières et agroforestières. L'objectif étant de disposer d'une meilleure connaissance du potentiel existant, établir une cartographie des ressources et identifier les difficultés rencontrées par les producteurs, notamment dans l'entretien, l'exploitation et la commercialisation du bois. Un enjeu majeur pour la Côte d'Ivoire, confronté à un important recul de son couvert forestier, passé d'environ 16 millions d'hectares dans les années 1960 à près de 3 millions aujourd'hui. Les propriétaires de plantations sont invités à se rapprocher des services locaux des eaux et forêts pour participer à cette opération. La coopération internationale est également au cœur de l'actualité. La Côte d'Ivoire et l'Union européenne franchissent une nouvelle étape dans leur partenariat avec l'ouverture des discussions autour de l'accord de facilitation des investissements durables. Une rencontre organisée à la primature en marge de la 8e réunion du comité conjoint de l'accord de partenariat économique. Un reportage de Drissa Diané commenté par Hermine Taïdi. La Côte d'Ivoire veut transformer sa dynamique commerciale avec l'Union européenne en un levier d'investissement durable. À la primature, autorités ivoiriennes et représentants de l'Union européenne donnent le coup d'envoi des négociations de l'accord de facilitation des investissements durables, en marge de la 8e réunion du comité conjoint de l'accord de partenariat économique. Ce nouvel accord vient compléter l'APE, signé en 2016, en y intégrant un volet consacré à l'investissement, resté en suspens lors des premières négociations. Ce que nous comptons tirer de cet accord, du point de vue essentiel, c'est d'arriver à améliorer les procédures de mise en œuvre des investissements en éliminant les goulots d'étranglement, en allant à la réactivité, à la dématérialisation, à un certain nombre d'éléments porteurs de progrès qui permettront de garantir la réduction et la fiabilité des opérations en ce qui concerne les procédures administratives. Pour les entreprises, l'objectif est clair, améliorer le climat des affaires et faciliter chaque étape de l'investissement. Les discussions s'articuleront autour de 10 axes majeurs, parmi lesquels le renforcement de l'activité des investissements, la transparence du cadre réglementaire, la publication électronique des procédures administratives, ainsi que la création d'un guichet unique pour simplifier et dématérialiser les formalités. La Côte d'Ivoire plaide également
engagement pour une mise en œuvre progressive avec un mandat de négociation de 3 ans afin d'adapter efficacement les réformes aux réalités nationales. L'Union européenne, qui représente plus de 30% des échanges commerciaux de la Côte d'Ivoire, entend renforcer un partenariat déjà stratégique. S'appuyant sur l'initiative pour un cacao durable, c'est un aspect très important de cet accord, et compte tenu de l'importance stratégique du cacao pour la Côte d'Ivoire, comme pour les partenariats avec l'Union européenne, les négociations de la FID viseront également à renforcer la coopération en matière d'investissement durable, de traçabilité et de résilience des chaînes de valeur du cacao. À travers ces négociations, Abidjan et Bruxelles affichent une ambition commune, faire de leur partenariat commercial un véritable moteur d'investissement durable, de création d'emplois et de croissance inclusive au bénéfice des entreprises comme des populations des deux parties. Nous poursuivons cette édition avec notre rubrique spéciale consacrée à la fête de l'indépendance. Direction la commune de Yopougon qui accueillera cette année les festivités du 66e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale. Cette année, Yopougon sera au cœur des célébrations nationales. Dans cette commune populaire d'Abidjan, le sport occupe une place importante et apparaît comme un véritable outil de rassemblement, d'éducation et de développement. Le reportage de Kofi Serge et Mesmer Yao. Nom des infrastructures qui font la renommée de la commune de Yopougon figurent le terrain Zébier, le complexe sportif Jesse Jackson, l'Agora. Quant au terrain Zébier, c'est un site emblématique de Yopougon. Plusieurs sportifs ivoiriens y ont fait leur début. Cet habitant revient sur l'histoire de cet espace. Bon, l'histoire des Zébier, en tout cas, remonte au niveau d'un jeune. Il était étudiant, voilà, Thierry Zébier. En ce moment, le quartier n'était pas encore construit comme aujourd'hui. C'était des herbes ici. Et Thierry Zébier était sur le campus en tant qu'universitaire. Et ce dernier était un syndicaliste. Et dans le syndicalisme, il a connu la mort. Voilà, il a été tué, il a connu la mort. Et comme Thierry Zébier était habitant de ce lieu, ses parents habitaient ce lieu-là, alors les parents ont, en mémoire de lui, donné donc cet espace-là, son nom aimé Thierry Zébier. Pour ne pas qu'il soit oublié, pour l'immortaliser, ils ont nommé cet espace-là Thierry Zébier. Ok, maintenant si c'est de contexte sportif, aujourd'hui l'espace représente un terrain de football. Et de cet espace-là, plusieurs footballeurs, aujourd'hui professionnels, sont partis d'ici. À proximité, le complexe Jesse Jackson constitue un cadre de formation et d'apprentissage apprécié des jeunes sportifs. Le complexe, c'est la base de tous les footballeurs de Yopougon. C'est ici que tout commence. Et c'est ici, c'est le complexe qui a relevé tous les grands joueurs tels que Bissouma, Néné Dorgelès, Atu Josaphat Bada et bien d'autres. D'abord, c'est une joie pour nous. Je remercie le maire et le gouvernement ivoirien parce que sans ce complexe-là, aujourd'hui, vraiment beaucoup d'enfants seront dans l'oubli et beaucoup d'enfants seront dans des choses qui ne sont pas agréables. Voilà. Donc le complexe, grâce au complexe aujourd'hui, les enfants arrivent à obtenir ce qu'ils veulent footballistiquement. Les enfants arrivent à réaliser leurs rêves footballistiquement. Donc déjà le complexe c'est quelque chose de... on ne peut pas s'en passer. Le complexe sportif de Yopougon m'a appris beaucoup de choses. Voilà, grâce au complexe sportif, nous arrivons à améliorer notre jeu. Et le complexe sportif de Yopougon a formé plusieurs joueurs comme Néné Dorgelès, Yves Bissouma et autres, Zabila Magie, comme autres joueurs. Au-delà du sport, ces infrastructures profitent également aux commerçants installés aux alentours grâce à l'affluence qu'elles génèrent. Oui, parce que quand il n'y a pas d'activité, nos activités ne bougent pas comme ils se doivent. Mais quand il y a les activités sportives, les clients aussi profitent aussi pour venir manger chez nous. Donc ça nous arrange aussi. Alhamdoulilah, quand il y a les activités, ça marche un peu. Par la grâce de Dieu, on paye les lotus en tout cas. Donc vous aimeriez que chaque fois il y ait des activités? Oui, chaque fois.
Si les gens, il y a ballon ici, ça marche ici, garba chaud, avec bon thon blanc. Tout, il y a oignon, il y a tomate. C'est bon à checker ici, à Salmé, ici aux Zébé. Donc si je comprends bien, quand il y a activité ici, il y a ballon, il y a mariage, et les gens viennent manger beaucoup le garba. Oui, beaucoup, tout le monde vient. Même s'il y a mariage ou bien un funéraire, les gens viennent manger ou bien ballon. Beaucoup de gens viennent ici. À Yopougon, les infrastructures sportives contribuent à la fois au développement du sport et à l'activité économique locale. L'actualité se poursuit à présent au-delà de nos frontières. Au Sénégal, une rencontre symbolique entre deux présidents. Plus de 2 ans après son départ du pouvoir, Macky Sall a effectué son retour à Dakar. L'ancien chef de l'État a été reçu vendredi 17 juillet au Palais de la République par son successeur Bassirou Diomaye Faye en présence du président bissau-guinéen Oumarou Sissoko Embalo. Au cœur des échanges, la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. L'ancien dirigeant est venu présenter officiellement sa démarche et solliciter le soutien du Sénégal. La présidence sénégalaise a salué une rencontre placée sous le signe de la continuité de l'État et de la stabilité des institutions au-delà des alternances politiques. Désormais à présent, nous prenons la direction de l'Algérie où les autorités font face à une nouvelle urgence climatique. Une importante vague de chaleur avec des températures pouvant atteindre 48 degrés dans plusieurs régions. Elle favorise donc la propagation des incendies de végétation. Plus de 100 feux ont été recensés jeudi dernier dans plusieurs provinces. Les services de protection civile mobilisés dans 45 wilayas déploient d'importants moyens terrestres et aériens pour tenter de maîtriser les flammes. Face à la menace, plusieurs évacuations préventives ont été organisées, notamment à Béjaïa, Blida et Bormédès. Les autorités restent en alerte alors que les fortes chaleurs continuent de compliquer les opérations de secours. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre rendez-vous de l'actualité.